Alors, bonjour à tous. Je vois la liste des participants qui commence à s'allonger. Donc, bienvenue au Jeudi d'Onco-Occitanie, le rendez-vous des soins oncologiques de support dans la région. Et bienvenue à la session numéro 6 consacrée à la thrombose et au cancer, qui va donc durer 1 heure. Donc, une session webinaire. Alors, je vais passer la parole à Audrey Eschgas, j'espère que je le prononce bien, qui va vous présenter du coup le programme de ce webinaire. Merci, merci Maëva, c'était parfait le nom, le nom c'est bien ça. Merci à tous pour votre participation donc à ce nouvelle édition des Jeudis de l'Oncopole, qui, je le rappelle, en fait remplace les journées de l'AFSOS et du réseau que nous avions en présentiel chaque année. Et j'en profite pour remercier le réseau Onco-Occitanie qui, depuis 2 ans, nous a permis de continuer à faire ces moments de rencontre sur les soins de support qui sont importants malgré la crise sanitaire. Et les éditions de l'année dernière ont très bien marché, donc je ne doute pas que ça marchera aussi très bien cette année, en attendant que nous puissions tous nous retrouver en présentiel. Voilà, donc merci beaucoup à Camille Évrard et Maëva Sora qui organisent cette nouvelle session et les futures à venir. D'ailleurs, j'en profite pour faire la pub sur la prochaine qui aura lieu le 12 mai sur l'activité physique. Voilà. Donc le programme, vous avez pu en prendre connaissance en amont, mais rappel rapide, Didier Mayer, qui est secrétaire général à l'APSOS et le coordinateur du référentiel sur la thrombose et le cancer, va vous présenter la dernière version du référentiel APSOS qui a été mis en ligne en juillet 2021. Ensuite, Pascal Cazeneuve, membre de l'URPS Infirmier Occitanie, mais aussi membre actif du groupe Thrombose et Cancer alors ancien Midi-Pyrénées qui tend à s'étendre à l'Occitanie, va vous présenter le point de vue des infirmières dans la prise en charge de la thrombose et du cancer. Et ensuite, Aude Robach nous présentera un cas clinique sur la thrombose veineuse profonde du diagnostic à la prise en charge. Voilà, je vous remercie pour votre participation et je vais passer la parole à nos modérateurs, Sami El Awadi, qui est oncologue à l'ICM à Montpellier, et Alexandra Burat-Rivière, qui est chef de service du service de médecine vasculaire du CHU de Toulouse. Merci à tous les deux. Je ne sais pas si Alexandra veut se présenter en premier, peut-être. Non, je te laisse. Vas-y, pardon. Juste un petit élément. Effectivement, je suis médecin, je travaille à Val d'Orel, qui est l'Institut de lutte contre le cancer de la ville de Montpellier. Je ne suis pas oncologue. J'ai la responsabilité d'un service qui s'occupe de faire du diagnostic et de la thérapeutique des événements liés au cancer ou au traitement du cancer, et dont peuvent faire partie les événements thromboemboliques veineux. Donc, c'est à ce titre-là que je participe au groupe de travail et à cette réunion aujourd'hui. Je suis ravi d'avoir intégré ce groupe de travail spécifique sur la maladie thromboembolique veineuse et de participer aujourd'hui avec vous à cette rencontre, certes en visio, mais qui sera probablement très agréable. Voilà, je laisse Alexandra prendre la parole. Voilà, rapidement, donc je suis ravie de participer à cette session. Je suis donc spécialiste de médecine vasculaire et professeur de médecine vasculaire à la faculté à Toulouse. Et avec Audrey Echegas, on anime des réunions et un groupe de réflexion sur la thrombose et cancer dans la région, donc avec grand plaisir depuis plusieurs années. Madame Cazeneuve participe aussi à la réflexion et voilà, donc c'est vraiment avec plaisir qu'on est là aujourd'hui pour discuter de cette thématique importante. Donc, je ne prends pas plus de place parce que je pense qu'on a des interventions intéressantes à écouter. Et donc, bonne écoute à tout le monde. Bien. Eh ben, je vais y aller. Alors, Didier Mayer, oncologue médical, le temps de partager mon écran. Je suis navré de n'être que virtuellement en Occitanie aujourd'hui, mais je vous remercie beaucoup pour cette invitation. Et donc, je suis oncologue médical au Centre Georges-François Leclerc de Dijon. J'ai travaillé longtemps avant à l'hôpital de Versailles et secrétaire général de l'AFSOS. Et depuis pas mal d'années maintenant, je coordonne, pas tout seul, et Audrey a beaucoup travaillé aussi dans ce référentiel, la maladie thromboembolique veineuse, parce que j'en avais tout simplement assez, si j'ose dire, de voir des patients à qui on fait des traitements parfois extrêmement onéreux partir parce qu'ils ne sont pas traités de manière forcément optimale.
Donc, l'idée était partie de là. Pour vous dire que c'est un référentiel, je vous rappelle, référentiel n'est pas recommandation. Nous ne sommes pas, l'AFSOS n'est pas l'Institut national du cancer, n'est pas la Haute Autorité de santé. Nous n'avons pas cette prétention. C'est un référentiel à visée pratico-pratique. On a un groupe de travail, on a une relecture nationale et ce référentiel, depuis qu'il existe, a été mis à jour tous les 2 ans. Donc, en 10 minutes, qu'en dire? D'abord, revenir sur le traitement initial de la maladie thromboembolique veineuse. On ne parle pas là des thromboses de Cathé, mais des cas les plus usuels. Et vous le savez, évidemment, vous êtes probablement vu aussi par l'industrie pour cela. Nous avons la classe des anticoagulants oraux directs, les AOD, qui prend de plus en plus de place et qui potentiellement est très intéressante puisque ça évite les injections d'héparine de bas poids moléculaire, HBPM. Donc, on se dirait, ah, chouette, un traitement par voie orale, on ne va plus utiliser que ça. Eh bien non, et vous voyez que dans le référentiel, il faut aller un peu plus loin dans la décision médicale, puisque tous les essais avec les AOD ont quand même montré un certain nombre de limitations. Donc, la première question à se poser chez ce patient qui a thrombosé, cette patiente qui a thrombosé, c'est est-ce qu'il existe un risque hémorragique? Et on pense aux pathologies gastro-intestinales, aux récents antécédents d'hémorragie digestive qu'ils peuvent avoir eu, des traitements gastrotoxiques. Est-ce qu'ils sont thrombopéniques ou est-ce qu'ils risquent avec leur traitement d'être thrombopéniques, en particulier à moins de 50 gigas par litre? Est-ce que la fonction rénale est déjà altérée? Est-ce qu'ils ont déjà saigné récemment ou de manière sévère? Est-ce qu'il y a une lésion intracrânienne, pas seulement les lésions primitives, mais aussi secondaires? Ou y a-t-il un traitement anti-agrégant plaquettaire? Si c'est le cas, eh bien d'emblée, on préconise à ce moment-là de rester sur le traitement injectable avec les HBPM. Si ça n'est pas le cas, on va réfléchir au type de cancer. Pourquoi? Parce que dans les essais randomisés de phase 3, on s'est rendu compte qu'en fonction du type de cancer, il y avait quand même avec les traitements comprimés, les AOD, un peu plus de risque de saignement sur un certain nombre de cancers, en particulier les tumeurs digestives, urothéliales et dans certains cas, les tumeurs qui n'ont pas été réséquées. Si c'est le cas, vous avez un cancer d'estomac, un cancer d'œsophage, par exemple, un cancer de vessie qui est souvent révélé par des hématuries, un cancer gynécologique, a fortiori s'il est en place, on va plutôt sur les HBPM. Si ça n'est pas le cas, on se dit, eh bien, chouette, on pourrait aller effectivement ne pas embêter la patiente ou le patient avec les injections. Mais c'est encore un peu plus compliqué parce que ces traitements par voie orale ont potentiellement des interactions médicamenteuses qui peuvent être cliniquement pertinentes. Et donc là, il faut revenir, rediscuter avec nos pharmaciens, envisager des dosages plasmatiques, éventuellement des anticancéreux, parce qu'on n'a pas forcément la possibilité de faire le dosage et on n'a pas la validation des dosages de l'apixaban, par exemple, voire une discussion à RCP thrombose si on y a accès. Si on n'a pas d'interaction médicamenteuse cliniquement pertinente, à ce moment-là, on peut envisager de commencer d'emblée par les AOD. Et il y a d'autres facteurs de risque que vous voyez en bleu à prendre en considération. L'indice de masse corporelle, quand il est trop élevé, la gravité de l'événement thromboembolique. Et en cas d'événement sévère, on a plutôt tendance à préconiser quand même les HBPM. Si on est avec une clairance entre 20 et 50, et c'est une clairance de Cockcroft, curieusement encore, qu'on utilise là, préférer les HBPM. Si on a une malabsorption ou une chirurgie gastro-intestinale ou qu'on ne sait pas trop où est-ce que ça va être avec la chirurgie, est-ce que le médicament en comprimé va être bien absorbé, préférer les HBPM et réfléchir, mais ça, c'est des interactions médicamenteuses avec la PGP, les cytochromes. Voilà, là, il n'y a pas de nouveauté sur cette diapositive, donc je vais passer parce que je crois que je n'ai que 10 minutes en tout, mais vous voyez qu'on est toujours dans une présentation qui se veut le plus pratico-pratique possible. Et on arrive ensuite, en dehors de ces cas particuliers, au traitement au long cours de la maladie thromboembolique veineuse, toujours en dehors du KT. On voit donc HBPM curatif, une injection par prise, c'est la préconisation, ou un AOD en 2 prises par jour. 2 prises par jour, ça veut dire qu'on privilégie l'apixaban. Et quand vous relisez les notices, les AMM précises et les précautions d'emploi du rivaroxaban et de l'apixaban, vous voyez que l'apixaban, on évoque sa possibilité chez les patients atteints de cancer, alors que ce n'est pas le cas avec le Pradaxa. On réévalue à 3 mois. Comment le traitement est-il toléré? Est-ce qu'on peut partager une décision avec le patient?
Il est bien toléré, on poursuit le même traitement. Il n'est pas bien toléré. Alors là, il y a eu des petits gags dans la présentation. Je ne sais pas pourquoi dans le carré. Je viens de le voir. Mais si le traitement n'est pas bien toléré, on peut préconiser un switch de l'HBPM vers un AOD. Mais ça peut être l'inverse aussi. Je l'ai vécu il n'y a pas très longtemps. Un switch de l'AOD vers HBPM parce qu'il y avait des saignements trop importants. Voilà. Et on réévalue à 6 mois. Et on voit et on discute avec le patient. C'est un cancer en rémission. Il n'a plus de traitement antitumoral. C'est le premier événement thromboembolique veineux. Si c'est le cas, on peut préconiser l'arrêt de l'anticoagulant. Si ça n'est pas le cas, on préconise la poursuite de l'HBPM ou de l'AOD pendant tout le temps d'évolutivité du cancer ou des traitements antitumoraux. Ce qui veut dire, par exemple, une patiente qui a en adjuvant une thrombose sous tamoxifène et on a prévu 5-7 ans de tamoxifène, on voit qu'on va partir sur une durée de traitement finalement assez longue. Si on récidive, si on voit que ça encore c'est une diapo revue, sous traitement anticoagulant, la première chose à vérifier, c'est l'observance, la compliance. Voilà. Si c'est une récidive sous HBPM, il faut éliminer une thrombopénie induite par l'héparine. Si c'est sous AOD, à droite, on préconise de passer aux HBPM à dose curative. Si c'est sous AVK, on se dit bah, c'est bien fait, il ne fallait pas mettre d'AVK. De toute façon, ils ne sont plus franchement recommandés en dehors des grands insuffisants rénaux. Donc, soit il y avait une anticoagulation sous-optimale et on préconise l'AOD ou l'HBPM, ou si on a une impossibilité d'HBPM au long cours, on reprend l'HBPM à dose curative jusqu'à ce que l'INR soit correct. Et dans le cas contraire, on était à dose efficace, on repasse aux HBPM, éventuellement on augmente de 25% la dose, on réévalue. Il n'y a pas d'amélioration, on va réajuster les doses d'HBPM. Et là, vous voyez que c'est finalement la seule indication de l'activité anti-DISA. Si c'est symptomatique, on poursuit de la même manière. Chez le patient thrombopénique, tant qu'on est à plus de 50 000 plaquettes par millimètre cube, on continue à dose curative. Si on est à moins de 50 000, transfusion possible, transfusion efficace, on maintient les plaquettes et on garde la dose curative. Si on n'arrive pas à maintenir des plaquettes à plus de 50 gigas par litre, on est à moins de 20 gigas par litre, on arrête les anticoagulants et si nécessaire, on discute un filtre cave. Et autrement, c'est demi-dose d'HBPM curative. Sur les cathés centraux, je vais passer rapidement parce qu'il n'y avait guère de nouveautés dans l'actualisation qui a été faite récemment. On a rajouté, ça c'est encore une nouvelle diapositive, le traitement de la thrombose veineuse superficielle. Alors, c'est référencé, évidemment. Vous voyez que c'est là la seule indication potentielle du Fondaparinux. Je ne vous relis pas tout le tableau parce que l'heure tourne très vite. Mais sachez malgré tout que le niveau de la littérature en cancérologie pour le traitement des thromboses veineuses superficielles est assez limité. En termes de prévention pour la chirurgie, il n'y avait rien de bien nouveau. En termes de prévention primaire, toujours hors caté en milieu médical, vous voyez que pour le patient qui a une chimiothérapie, qui n'est pas hospitalisé, nous ne recommandons pas de prévention systématique. Mais en cas de facteur de risque, on peut réfléchir. On la propose systématiquement pour les patients ayant une chimiothérapie pour une néoplasie pancréatique. Et là, on a de la littérature. On la discute au cas par cas si c'est un cancer du poumon avec de la chimio. Je vous rappelle juste une chose, c'est que l'essai qui était positif en prévention des thromboses dans le cancer du pancréas, ce ne sont pas les doses habituelles d'énoxaparine. C'est une dose d'1 mg kilo jour. Donc là, il faut faire attention au dosage qu'on va prescrire. Là, il n'y a pas grand-chose de nouveau. En hématologie, il n'y avait pas grand-chose de nouveau. Donc, j'avance rapidement sur les scores qu'on peut utiliser. Je vous rappelle quand même que nous avons le score de Corana qui, pour le moment, est le seul score validé dans des essais, même s'il est loin d'être parfait. Mais il peut nous aider à réfléchir en cas de risque élevé en dehors du cancer du poumon et du pancréas pour décider éventuellement d'une thromboprophylaxie. On peut envisager aussi le score COMPASS 4, mais qui, lui, n'est validé que pour les cancers du sein, du poumon, les cancers de l'ovaire ou le cancer colorectal. Il n'est pas validé dans les autres pathologies. Voilà, je repasse sur l'hémato. On a rajouté quand même des diapos extrêmement importantes. C'est un gros travail d'Audrey Belser sur le risque pharmaco AOD et traitement anticoagulant. Ça fait déjà 10 minutes que je parle, donc théoriquement, il faudrait que je m'arrête, mais je vais quand même prendre une minute de plus pour vous dire que
voilà, tout étant en accès libre sur le site de l'AFSOS, vous pourrez revoir le référentiel. On a quand même sorti des associations non recommandées. Et vous voyez que parmi ces médicaments, il y en a qui sont quand même très couramment utilisés maintenant. Je pense à la palutamide, à l'enzalutamide dans le cancer de prostate. L'ibrutinib, il y a un risque de saignement. Le tucatinib qu'on commence à utiliser de plus en plus dans le cancer du sein. Et des interactions à prendre en compte. Donc là, on est dans l'interrogation. Et ça ne concerne pas que des inhibes. Ça concerne beaucoup de maladies. Et vous voyez qu'il y a aussi de l'immunothérapie, l'ipilimumab, et de la chimiothérapie avec le trastuzumab. Donc, est-ce qu'on est éligible au traitement par AOD? Eh bien, on recommande quand même l'évaluation et la discussion entre l'oncologue et le médecin vasculaire, ajoutée à une consultation pharmaceutique pour le patient est fit, le traitement antitumoral n'a pas d'interaction médicamenteuse, on peut rediscuter en RCP formel quand on en a une, ou dans cette conciliation entre ces différentes spécialités pour dire si on va proposer un AOD. Voilà, on a toujours ces diapos sur les héparines de bas poids moléculaire. On a rajouté celles sur les AOD, justement. Nous avons nos foires aux questions, dans lesquelles ces foires aux questions, nous avons rajouté, grâce à Ismaël Alami, quand même toute une petite démarche sur la suspicion de thrombopénie induite par l'héparine, en rappelant le score des 4T, qui est assez facile à faire. Et vous voyez qu'après, on a cet algorithme décisionnel qui, je ne reconnais pas très facile à lire, mais on s'est un peu arraché les cheveux. Et il est quand même là et il est utilisable en routine. C'est tout l'intérêt de ce référentiel, avec aussi toujours la gestion du traitement lui-même en cas de thrombopénie induite par l'héparine. On a rajouté une diapo sur thrombose et tamoxifène, puisque c'est quand même un souci régulier. Indication de TAM chez une patiente aux antécédents de thrombose. La question, c'est est-ce qu'on maintient du tamoxifène ou est-ce qu'on fait une thromboprophylaxie? Ça se discute en RCP. Et toujours en RCP, parce que je crois que c'est vraiment une discussion pluridisciplinaire et pluriprofessionnelle. Événement thromboembolique alors que la patiente est sous TAM. Est-ce qu'on poursuit le traitement par le tamoxifène? Est-ce qu'on traite par HBPM ou AOD? Et là, ça va être prolongé. Ou est-ce qu'on remplace le tamoxifène par un autre traitement hormonal? Voilà, dans le temps imparti, vous avez la bibliographie et je vous rajoute les liens d'actualisation, les liens d'intérêt et les contributeurs. Et je vous remercie beaucoup. J'arrête le partage d'écran. J'ai pris 2 minutes 50 de trop. Désolé. Merci beaucoup, c'était très clair et tout à fait dans les temps en considération de l'énormité du propos à devoir concentrer. Donc, c'était très bien. Je pense qu'on va passer à la communication suivante pour faire suite. Je crois que c'est Madame Cazeneuve qui va intervenir. Donc, voilà, je vous remercie à tout le monde d'être là aujourd'hui et je vais donc vous parler du point de vue de l'infirmière, en tout cas de ses... on va dire, de son regard vis-à-vis des patients que l'on peut côtoyer et qui sont en traitement cancer. Donc, essentiellement pour moi, le niveau d'alerte et de réaction que l'on a à avoir. Le PowerPoint que je vais vous présenter est sous forme de questions, mais nous n'aurons pas l'occasion de pouvoir attendre, voilà, de poser des questions, attendre les réponses, vu le temps imparti. Donc, il va s'agir essentiellement de questions pratico-pratiques dans notre fonction d'acte et de soins autour d'un patient qui a un traitement par HBPM. Vous pouvez passer. Alors, donc là, il s'agit donc d'un patient qui est traité depuis 8 jours à son domicile et donc qui a des ecchymoses présentes sur le ventre en tant qu'infirmière. Est-ce que vous décidez de changer le point d'injection? Bien sûr que l'on peut changer le point d'injection. Donc là, nous avons des sites d'injection, donc quelques-uns qui ne sont pas forcément classiques. Vous allez continuer, comme ça on a les réponses, s'il vous plaît.
Bien sûr que la face externe des mollets, vous l'avez bien compris, n'est pas l'endroit privilégié. On va privilégier la face externe du ventre et des cuisses. Je précise la face externe puisque sur le dessus des cuisses, on est quand même assez proche du niveau musculaire et on peut quand même créer des ecchymoses, des hématomes de façon plus importante. Diapo suivante. Voilà, là, bien entendu, vous avez vu qu'il y avait les fessiers en possibilité. Si on a des sites classiques de ventre et de cuisses qui ont été abîmés par des interventions, on a un respect de 24 heures d'intervalle. Et si jamais, comme ça nous arrive assez souvent, les gens sortent d'hospitalisation avec des horaires peu compatibles, on peut déplacer ces horaires pour les adapter de 2 heures toutes les 24 heures. Et ainsi, vous retombez sur l'horaire qui est plus compatible avec soit le patient, soit l'équipe de soins. Diapo suivante. Alors, un rappel rapide des DASRI, donc les déchets d'activité de soins à risque infectieux doivent être gérés par l'infirmière quand elle fait les actes. Si même les patients ont des boîtes jaunes avec des couvercles verts qui sont distribués par les pharmacies, ces couvercles verts sont strictement utilisés à l'auto-soin. Normalement, l'infirmière doit s'occuper totalement de ces déchets coupants, tranchants. Voilà. Vous pouvez passer la diapo suivante. Donc, vous le voyez bien hein, sur la gauche, ces DASRI sont des utilisations à l'auto-soin. Les nôtres sont des boîtes totalement jaunes ou jaunes avec des couvercles rouges. Elles sont identifiées et il doit y avoir totale traçabilité de la totalité de ces éliminations de déchets de soins en libéral. Diapo suivante. Donc ici, un détail assez intéressant qui va nous permettre d'être un effecteur d'alerte, puisque on peut remarquer parfois, vous le voyez, donc des ecchymoses et aussi ces petits halos rouges avec une sensation de prurite. Ils doivent nous alerter sur plein de points. Diapo suivante. Et on a une situation où on doit rassurer le patient, changer le site d'injection, appliquer un dermocorticoïde, appeler son médecin, appliquer des compresses alcoolisées. Diapo suivante. Dans ce cas-là, et strictement, on va devoir appeler le médecin traitant parce qu'on doit alerter à un risque potentiel donc de thrombopénie induite par l'héparine. Et même si c'est une problématique d'allergie, c'est notre devoir de donner l'alerte au médecin traitant afin qu'il puisse valider cela, puisque les traitements HBPM pour les cancéreux, pour les traitements, les cancéreux sous traitement n'ont pas de vérification plaquettaire classique pour d'autres pathologies. Ici, on se trouvera à faire des HBPM sans regard de biologie plaquette. Donc là, c'est quelque chose qu'il faudra faire rapidement pour éliminer ce risque. Vous pouvez passer la diapo suivante. Voilà, donc comme vous le voyez, hein, il y a des hypersensibilités retardées, mais il ne faut jamais perdre de vue que ces lésions cutanées peuvent s'observer quand même jusqu'à 20% des cas pour des thrombopénies induites par l'héparine et c'est un risque à bien quantifier. Diapo suivante. Merci. Donc, les autres complications, ce sont les injections intramusculaires et notamment sur le muscle affleurant le dessus de la cuisse. Il faut être prudent à ces niveaux-là et donc provoquer assez régulièrement donc, des ecchymoses plus importantes, des douleurs avec aussi des problèmes de lipodystrophie, ça peut arriver, ou des allergies cutanées. Et je me répète, donc pouvant faire suspecter des thrombopénies immunoallergiques. Diapo suivante.
Donc ici, ce geste, bien connu de tous et de toutes, mais à répéter, parce que quand même, entre la paume de la main et deux doigts, on n'est pas exactement dans le pli correct pour l'HBPM. Donc à ne pas oublier, une injection lente, pas de purge, ne pas masser, bien prendre un pli entre deux doigts simplement, plutôt que la masse de ses doigts. Et une injection en 45 ou 90 degrés. Diapo suivante. Voilà, donc au bout de quelques semaines, bien sûr que la patiente va se lasser de l'injection. Ça peut durer très très longtemps. Est-ce qu'on a d'autres voies d'administration possibles? Et diapo suivante. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire, nous, dans ces cas-là? Avant qu'elle puisse parler, diapo suivante, est-ce qu'elle puisse en parler à son médecin? On doit quand même l'encourager, en tout cas ne pas arrêter le traitement sans donner l'alerte quelconque. Diapo suivante. Eh bien, il n'y en a plus. Je n'ai plus rien parce que… Voilà, donc par rapport à la compliance, c'est notre objectif que de faire tenir ces traitements avant qu'on puisse soit passer la patiente ou le patient, pardon, sur AOD, si c'est possible de le faire. Voilà. Merci beaucoup. Et je crois qu'on a encore une intervention. Oui, je vais essayer de partager mon écran à mon tour. Oui, super. Voilà. Est-ce qu'on est bon? Oui. Donc voilà. Moi, je suis le docteur Robac, j'interviens au centre à l'ICM à Montpellier et je suis médecin libéral, médecin vasculaire à la Grande Motte, où le soleil est présent. Donc, alors, il va y avoir des redites avec l'intervention du professeur Mayer, parce qu'on m'avait demandé d'illustrer donc, les référentiels AFSOS, donc on va essayer d'appliquer. Voilà. Donc, il s'agit d'un homme de 42 ans qui fait 70 kg, sans antécédents particuliers, qui se plaint d'un amaigrissement et de douleurs épigastriques. Une fibroscopie réalisée, l'histologie montre un adénocarcinome du cardia, HE, R2-, avec un bilan d'extension qui retrouve des métastases osseuses, des adénopathies loco-régionales. Le bilan biologique retrouve une fonction, enfin, une NFS plaquettes fonction rénale qui sont normales. On pose un porte-à-4 et on met en place un protocole thérapeutique. Voilà. Un scanner d'évaluation au 3e cycle montre une réponse partielle à la chimiothérapie et une embolie pulmonaire, donc de découverte fortuite. L'échodoppler pratiqué ne retrouve pas de phlébite associée. Quel traitement anticoagulant instaurez-vous? HBPM 10 jours avec relais AVK, HBPM, AOD ou aucun? Donc, on met en place les HBPM. Pourquoi? Il y a un référentiel AFSOS, donc on s'y réfère, le voilà. Donc sur les 3 questions qu'il faut se poser, donc sur le risque hémorragique, le type de cancer et les interactions médicamenteuses, là on est dans un cancer gastrique, donc dans un premier temps, et puis avec une chimiothérapie qui va être mise en place, donc avec des interactions vraisemblables. On avait effectivement le tableau sur les interactions entre les différentes molécules et puis les AOD, le rivaroxaban, l'apixaban. Et effectivement, elles sont quand même assez nombreuses, donc c'est vraiment à prendre en compte. Voilà. Après le 4e cycle de chimiothérapie, le laboratoire vous appelle en raison d'une thrombopénie à 75 000, sans signe hémorragique, avec une dernière numération plaquettaire qui était à 120 000. Quelle est votre attitude devant cette thrombopénie sous traitement antithrombotique? Il s'agit vraisemblablement d'une TIH, vous arrêtez la HBPM, vous interrompez en raison du risque hémorragique, vous réduisez la dose de 25% ou vous ne changez rien. Donc on ne change rien. De nouveau, la diapo du référentiel AFSOS qui nous resitue, donc je redis, mais bon voilà, on applique, que le seuil plaquettaire c'est de 50 000, que ce soit spontané ou après une transfusion de plaquettes, et après on décide entre 20 et 50 000 plaquettes, on passe à des HBPM à dose à mi-dose, et vraiment inférieur à 20 000, on arrête les anticoagulants.
Donc, bon, la thrombopénie induite par l'héparine, effectivement, il y a le tableau, mais de façon globale, effectivement, il est d'origine immunologique, il survient entre le 5e et le 21e jour avec des plaquettes vraiment basses. Le patient cancéreux étant immunodéprimé, il est effectivement rare. Donc, souvent, on a une thrombopénie qui est plutôt due à la chimiothérapie. Et comme on l'avait dit, la surveillance plaquettaire, elle ne se fait pas de façon systématique, même si, dans le cadre des chimiothérapies, généralement, on fait une NUM mensuellement. Le patient remonte ses plaquettes, il cumule. Un mois plus tard, il se plaint d'une douleur du mollet droit. Le médecin vasculaire retrouve une phlébite poplitéo-surale. Quelle est votre attitude quant au traitement anticoagulant? Donc là, on se retrouve vraisemblablement face à une récidive, puisqu'auparavant, l'écho-doppler était négatif. Donc, il y a quelque chose qui progresse. Et effectivement, la première des questions à se poser, c'est de vérifier la compliance. Ensuite, de vérifier si la dose est efficace. Bon, si ce n'est pas le cas, on remet les bonnes doses. Et si ça l'est, quand il s'agit d'HBPM, on augmente de 25% la dose. Et pour les AVK ou AOD, on repasse à des HBPM. Le patient poursuit sa chimiothérapie. Bon, après, en sachant que quand il y a des récidives thrombotiques comme ça, c'est pas très bon signe. Alors, qu'en est-il du traitement anticoagulant? Vous l'arrêtez après 6 mois, vous switchez avec un AOD ou vous poursuivez l'INOEP. Donc, on poursuit l'INOEP, ce qui nous renvoie au traitement au long cours au niveau du traitement anticoagulant, où on fait une première évaluation à 3 mois. On voit comment le traitement est toléré, on discute avec les différents intervenants, effectivement, parce que dans le cadre du cancer, il y a beaucoup de changements dans l'évolution, dans les traitements. Donc, effectivement, on peut continuer ou changer. On refait une évaluation à 6 mois. Et le cas où on peut arrêter, effectivement, le cancer en rémission si c'est un premier épisode de phlébite. Si ce n'est pas le cas, on continue tant que le cancer est évolutif. Avec la notion de cancer actif, puisque un cancer est actif quand le traitement est en cours, quand il a reçu un traitement potentiellement non curatif de son cancer dans le cadre des chimiothérapies palliatives, ou quand l'évolution montre que le traitement n'a pas été curatif. Voilà, ça c'était un cas clinique où on reste en fait sur l'HBPM. Un deuxième mini cas clinique, où c'est une femme de 43 ans, asthmatique, G2P2, 1m78, 78 kg, qui s'autopalpe une masse du sein gauche. La mammographie visualise une image spécifique et on procède à une segmentectomie. Il s'agit d'un carcinome canalaire et on met en place une radiothérapie adjuvante. Après la chirurgie, elle signale un œdème de la cheville droite. À l'écho-doppler, on retrouve une thrombose. Quel traitement prescrivez-vous? HBPM, HBPM puis AVK, HBPM, AOD ou plusieurs réponses. Donc là, effectivement, c'est un cas où on est dans le cadre d'un traitement de thrombose, dans un contexte de cancer du sein. Donc là, on s'interroge sur les risques hémorragiques, sur le type de cancer. Et dans ce cadre-là, effectivement, on peut passer aux anticoagulants oraux. Voilà, juste rappelons-le, ce qu'on utilise fréquemment, le rivaroxaban, le Xarelto avec 20 mg, enfin 15 mg de foie, puis 20 mg, et l'apixaban, les liquides. Donc voilà, en fait, sur ces deux petits cas où le référentiel AFSOS, effectivement, nous questionne sur la place respective des HBPM, des AOD. Donc ce référentiel AFSOS, effectivement, est d'une grande aide. Les HBPM qui sont indiqués avec la difficulté de la compliance, il faut savoir effectivement que le patient atteint d'un cancer, il a une ordonnance multiple, il est souvent fragilisé. Donc les AOD, la prise est simple, il n'y a pas de contrôle, donc ils vont certainement trouver une place importante, mais là, il faut vraiment se poser plusieurs questions avant de passer aux AOD, donc ce n'est pas pour tous les cancers ni pour tous les patients. Et comme on l'avait dit aussi tout à l'heure, il faut vraiment une collaboration entre médecins avec les pharmacologues et dans l'idéal, des RCP ou co-thrombose, souvent d'une grande aide. Voilà. Merci beaucoup. Merci, c'est très clair. On voit que vous avez montré un peu l'étude APICAT. L'étude APICAT oui. Sur la droite, c'est très intéressant. C'est une étude qui répond plutôt à la question. Après 6 mois de traitement, est-ce qu'on peut réduire un peu la dose et pas rester, parce que là, pour les patients avec une maladie toujours active,
et une thrombose, même au-delà des 6 mois, on reste sur des doses pleines, hein, par rappel, que ce soit HBPM ou que ce soit OD. On ne sait pas si on peut, comme on le fait dans d'autres situations, à distance de l'événement aigu, réduire un peu la dose, passer à une dose plus faible. Pour l'instant, ce n'est pas ce qui est recommandé. Et donc, c'est l'objet de l'étude APICAT qui randomise les patientes en deux groupes. Je laisse la parole peut-être à Samy. Si tu as des commentaires, Samy, ou des questions à poser. Alors, je vois qu'on commence à avoir peut-être quelques questions. J'ai eu une question, il me semble, en allant dans Converser, où Pascal Cazeneuve posait la question de savoir si elle avait bien compris si la mise sous HBPM ou AOD n'était pas systématique pour un patient cancéreux en traitement de chimiothérapie. Je ne sais pas si Pascal Cazeneuve veut la poser directement à l'oral. Oui, en fait, il y a, voilà, entre ce qu'on avait comme information et le détail aujourd'hui un peu plus explicite de l'AFSOS, je me posais la question du point de vue de l'infirmière quand elle voit une patiente qui est en traitement et qui n'a pas d'HBPM ou d'AOD ou quoi que ce soit. Ça, c'est ma première question. Qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on doit interpeller, signaler ou quoi que ce soit? Et ma deuxième question, c'est pourquoi vous différenciez les thromboses sur les cathés qui sont quand même assez souvent présentes là. Moi, dans mon exercice, j'en ai croisé quelques-unes ces derniers mois. Et donc, la personne derrière s'est retrouvée sous HBPM. Voilà, peut-être Didier Mayer peut répondre aux questions. Alors, la thromboprophylaxie n'est pas et ne doit pas être systématique. Le niveau de preuve est trop faible. Donc, encore une fois, la prévention, elle est justifiée sous chimiothérapie pour un cancer du pancréas. Elle doit être discutée dans les cancers du poumon en tenant compte des risques hémorragiques, hein, à chaque fois, en particulier dans les cancers du poumon. Et elle peut être envisagée dans les autres cancers quand on a un score de Corona de mauvais pronostic. Alors, pour répondre à votre question, en tant qu'infirmière qui se pose la question devant une patiente, voilà, vous pouvez très bien reposer la question à l'oncologue référent qui n'aura pas forcément, clairement, calculer le score de Corona, par exemple. Ça, c'est tout à fait possible. Voire qu'il ne le connaîtra pas. C'est aussi possible. Mais ça mérite, voilà, c'est pas du tout une bêtise de poser la question. Ensuite, vis-à-vis des cathés. Alors d'abord, on a un vrai problème avec les cathés, c'est que la littérature est relativement pauvre. Donc, on est obligé déjà de différencier pour ça. La deuxième question, c'est que le cathéter central en lui-même pose des problèmes spécifiques. C'est pour ça qu'on différencie. Est-ce que c'est juste un cathé mal positionné, trop court? Dans ce cas-là, il faut le changer. Est-ce que c'est une infection sur cathé avec une thrombophlébite associée? Voilà, il y a des tas de questions. Est-ce qu'on peut sauver le cathéter ou pas? Est-ce qu'il y a un syndrome cave associé? Enfin voilà, on se retrouve dans des situations et c'est pour ça qu'on a fait ces diapositives spécifiques sur les cathés centraux. Ok. Alors, cela répond un peu aussi aux questions qui avaient été posées sur le chat, qui était la question concernant la prévention primaire. Hein. Donc, on a bien dit que ce n'est pas systématique. On l'envisage pour les tumeurs les plus thrombogènes, hein, le pancréas et le poumon. Et même dans ces situations, on peut moduler cette indication en fonction du risque, notamment le risque hémorragique du patient ou de la patiente qu'il faut prendre en compte. Alors, on a une question très pratique. On a parlé à plusieurs reprises de RCP, thrombose et oncothrombose. Comment est-ce qu'on fait pour inscrire les patients à RCP de thrombose en Occitanie? Audrey, peut-être tu peux répondre, même si tu n'es pas… Voilà. Est-ce qu'on peut mettre l'adresse pour Toulouse et pour Montpellier ou je ne sais pas? Alors, moi, je vais parler de la partie Midi-Pyrénées, puisque pour le moment, on n'a pas de RCP thrombose et cancer sur Occitanie. Je laisserai la parole à Samy pour voir comment ça se passe côté ex-Languedoc-Roussillon. Alors, nous, en pratique, la RCP thrombose, elle est toute neuve, hein, puisque voilà, on l'a mis en place avec Alexandra l'été dernier. Je crois que la première a été l'été dernier, puis après, on est passé en septembre. Et l'objectif était, alors au début,
à l'heure actuelle, c'est une RCP qui, pour le moment, est très centrée CHU et Oncopole pour des raisons pratiques, hein, mais l'objectif à terme, c'est d'ici la fin de l'année scolaire, donc d'ici la fin, au courant printemps, de l'élargir à toute la région Occitanie. Et le principe pour inscrire un dossier en RCP cancer et thrombose, ce sera par le DCC d'Onco-Occitanie dès que ce sera possible et on vous tiendra au courant. Il y a eu des petites réorganisations côté Onco-Occitanie, ce qui fait que la secrétaire de recours que nous avions est partie, elle vient juste d'être remplacée. Donc, soyez encore un tout petit peu patients, ça va venir, mais c'était vraiment l'objectif initial, en tout cas en côté Midi-Pyrénées, de faire une RCP. Voilà. Et sur le côté Occitanie en elle-même, ce qu'on avait décidé, c'était de faire 2 niveaux de RCP, un RCP Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, et sur des dossiers très complexes, de faire une RCP de recours qui soit sur toute l'Occitanie. Voilà, donc vous allez pouvoir les présenter. Il faut encore attendre un tout petit peu qu'on finisse de se roder et qu'on l'élargisse à la région, mais ce sera avant l'été, ça c'est sûr. Et c'est une RCP qui pour le moment est mensuelle. Ce sera tous les jeudis, un jeudi par mois, le 3e jeudi de chaque mois. Si bien sûr l'activité grossit, on discutera de la faire un peu plus fréquemment. Voilà. Je fais un petit complément de réponse pour ne pas être frustré vis-à-vis de dossiers à discuter. Bien sûr qu'on peut tout à fait discuter au sein de RCP thrombose plus générique de ce type de patient ou en discuter avec Audrey en aparté avec moi-même. Donc, si vous avez besoin, vous pouvez m'adresser un email sans aucun souci et avec l'histoire de la problématique et on en discute de façon moins formelle, entre guillemets. Voilà. Là, ce qu'on essaye de faire, c'est vraiment une RCP cancer et thrombose très formalisée au sein du réseau avec des fiches spécifiques, très, très bien structurées. Mais il existe déjà à l'heure actuelle la possibilité de discuter des patients, hein, bien évidemment. Il n'y a pas de souci. Vous nous adressez un mail et je pense, Samy, je vais te laisser la parole pour tout ce qui concerne aussi Montpellier parce que je vois la collègue qui avait posé la question travaille à Albi. Donc, j'ai pris un peu la parole. Oui, merci parce que j'ai des petits problèmes de connexion en plus, je suis désolé. Effectivement, je crois que pour l'instant, ce qui est fonctionnel, en tout cas ce qu'il est au quotidien quand on a une question, c'est un peu sur le même mode que ce que vous faites vers Toulouse. C'est-à-dire que nous, on a des équipes qui sont quand même joignables. Là, je parle de la place privilégiée qu'on a en étant sur l'ICM en tant que praticien. Si on a des discussions à avoir de l'ordre de la médecine vasculaire, on a 2 CHU de proximité qui sont des référents largement accessibles, mais ça ne nous empêche pas d'être très motivés pour l'organisation d'une RCP officialisée comme c'est déjà initié chez vous. Donc les choses, je pense que sont en train de se mettre en place. Avec pour projet, nous, je crois que si j'ai ce que j'ai cru comprendre, en tout cas ce qui m'intéresserait beaucoup, c'est d'avoir sur site un référent maladie thromboembolique veineuse compétent dans le domaine, qui puisse être une première ligne de conseil sur les praticiens intracentres, afin de répondre aux questions les plus courantes et aussi de diffuser les messages en interne. Donc ça, je fais un petit clin d'œil à Audrebach parce que pour le coup, c'est sûr qu'on en avait un peu parlé, mais il me semble intéressant d'avoir quelqu'un d'accessible pour les questions dites de base qui ne relèvent pas forcément de la complexité d'une RCP, mais qui permet de répondre aux premières questions parce que la maladie thromboembolique veineuse, même si ça fait partie de notre quotidien, on a tous différents domaines de compétences et qu'il est important d'avoir quelqu'un d'accessible pour des réponses, je dirais, standardisées et de réserver les RCP aux questions d'ordre plus complexe et de n'inscrire en RCP que ce qui n'est pas de l'ordre du standard. Après, je crois que c'est aussi très intéressant quand notre collègue infirmière dit que elle peut se poser la question pour des patientes qu'elle voit en libéral qui ne sont pas sous traitement particulier alors qu'ils sont en traitement de cancer. Je crois qu'effectivement, une des choses utiles en cancérologie, c'est quand on nous fait remonter ce qu'on n'a pas fait ou pas vu. Parce que potentiellement, je crois qu'on est encore probablement en sous-raisonnement. Je dis pas en sous-traitement, mais est-ce qu'on le raisonne à chaque fois, ce risque? Est-ce qu'on le... pas forcément. Donc, on a aussi, nous, à s'éduquer sur ça. Et tous les retours qu'on nous fait en disant, tiens, est-ce que vous n'auriez pas pensé à, ou je suis surpris que, ça nous amène en tout cas à le réfléchir, chose qu'on n'a peut-être pas forcément fait à chaque fois. Donc, cette interaction entre la ville qui nous signale quelque chose et nous, il faudrait qu'elle soit toujours possible et qu'on soit facilement joignable. Je ne sais pas si c'est le cas. On essaye de l'être en tout cas. Et après, savoir si cette RCP peut être accessible après
à n'importe quel professionnel qui pourrait avoir à soumettre une question, ce serait probablement intéressant. Je ne sais pas si à quelle échelle elle peut répondre à l'ensemble des demandes. Est-ce qu'il faut hiérarchiser aussi, par exemple, pour la ville qui pourrait légitimement avoir besoin d'avoir accès à une ERCP? Est-ce qu'il y a un échelonnage, comme nous on essaierait de le faire sur le centre, qu'il est nécessaire d'envisager ou pas? C'est une question... voilà. Je ne sais pas, Alexandra, si vous, de votre côté, vous êtes en disponibilité, que n'importe quel praticien peut inscrire une question en RCP ou un dossier en RCP, les praticiens de ville, le médecin généraliste, ou comment Ouais, vous nous, en fait, on est très mal organisé pour l'instant, dans le sens où on répond à toutes les questions à la volée. Donc, on est extrêmement sollicité, que ce soit par mail ou par téléphone, mais on répond avec grand plaisir. On fait des réunions une fois par semaine pour les cas un petit peu plus compliqués, mais on n'a pas à l'heure actuelle un dossier structuré, bien fait, comme on fait classiquement pour l'RCP des oncologues qui ont l'habitude de faire les choses très bien et de façon très cadrée. Donc, depuis un petit temps, parce que ça fait quelques mois, avec Audrey, on essaie de mettre en place quelque chose de beaucoup plus transparent, comment dire, standardisé et bien fait pour bien se poser sur des dossiers. On est en train de le tester un peu en confidentiel en interne pour voir justement qu'on puisse saisir le dossier du patient online, qu'on puisse en discuter successivement. Il y a une pharmacienne, donc voilà, c'est bien structuré. Pour l'heure actuelle, en cas de besoin, on répond un peu à la volée comme on fait pour les autres patients, ce qui n'est pas forcément génial. Ça nous permet d'être assez réactifs, mais probablement il y a des ratés et que les choses ne sont pas aussi traçables aussi, hein, parce qu'il y a ce problème de traçabilité après de la vie donnée, etc., qui est optimisé dans le cadre d'une RCP standardisée et déclarée, voilà, comme on est en train d'essayer de la monter un peu sur la région. En fait, vous avez la double mission d'être à la fois une équipe sollicitable pour... Ah, j'entends plus. Moi non plus. Double mission, être sollicitable. Oui, certainement. Alors, il y a peut-être une question en attendant que Samy se reconnecte parce que le temps passe très vite. Peut-être pour le docteur Roback, sur la compression. Est-ce qu'il y a une place pour la compression médicale dans la stratégie thérapeutique thrombose et cancer? Est-ce qu'on le fait? Quand, comment et pourquoi? La compression, elle reste d'actualité, hein, elle intervient dans la réduction du risque, donc cancer ou pas, effectivement, on continue de la mettre. On mobilise toujours, hein, on recommande aux patients de marcher un maximum. Voilà, donc en fonction du niveau, des chaussettes, des bas, classe 3 préférentiellement. Voilà. Donc oui, la place, la compression médicale a toujours un grand intérêt dans la thrombose. Je me permets de rajouter que évidemment la compression ne remplace jamais les anticoagulants et que le traitement des thromboses sont les anticoagulants. Donc la compression peut éventuellement bien sûr soulager les patients, prévenir le syndrome post-thrombotique s'il y a ce type de risque, notamment avec les thromboses proximales, mais qu'on ne remplace jamais un anticoagulant par de la compression. Hein. C'est toujours éventuellement en plus que notamment pour les questions de confort et de soulagement du patient. Donc, ça n'a rien à voir en termes d'efficacité, évidemment. Alors, il y a d'autres questions. Je crois qu'on a épuisé toutes les questions. On est en temps, je pense, avec... Est-ce qu'il y a d'autres questions? On a quelques 2 minutes, donc on n'a pas beaucoup de temps. Je peux juste faire un petit commentaire s'il n'y a pas d'autres questions sur la Bien RCP. On a créé une RCP thrombose commune CHU et CLCC. Ça a été compliqué. Il y a une vraie volonté, ce n'était pas le problème. Ça a été compliqué sur le plan opérationnel parce qu'on est tous débordés. Donc, elle a lieu tous les 15 jours. Et donc, elle est vraiment réservée aux cas les plus complexes. Ça, c'est un premier élément de réponse. Le deuxième élément, c'est qu'elle n'est pas accessible à la ville parce qu'elle passe par le DCC pour le moment. Donc, on a construit ça avec le réseau. Et donc, du coup, par contre, elle est très cadrée, formalisée, comme les RCP d'organes. Voilà. Est-ce que sur ça, vous avez
en plus de ça, est-ce que vous êtes aussi un centre qui permet d'être accessible en termes sur une équipe vasculaire du CHU, comme le fait Alessandra, c'est vrai que dans le lien ville-hôpital, c'est aussi très intéressant d'entendre que ça doit prendre un temps de fou, mais ce que propose Alessandra à Toulouse, c'est que la ville peut solliciter l'équipe référente sur des questionnements, et ça, c'est de l'ordre de l'avis plutôt que de la RCP. Ça c'est possible aussi chez vous? Oui. C'est-à-dire que les gens dans la région connaissent le référent au CHU qui est très disponible. Moi, j'ai régulièrement des coups de fil. Au sein du CLCC, il y a un médecin généraliste et moi qui sommes référents internes déjà. Ça, c'est aussi. bien, en interne. Ça, Donc ce qu'on appelle on a les questions régulièrement des collègues. J'ai mon patient qui a ci, qui a ça, qu'est-ce que tu ferais? C'est vrai qu'on a l'impression qu'il y a ces deux niveaux à assumer, c'est-à-dire le conseil simple entre partenaires, et l'autre niveau, c'est dossier complexe où il faut qu'on soit plusieurs avec des référents universitaires qui peuvent nous aider à raisonner sur un dossier qui pourrait être pas standard, en fait, en tout cas. Ouais, entièrement d'accord. Mais c'est vrai que la stratégie thérapeutique se complexifiant quand même, hein, petit à petit, on essaye de faire une médecine dessinée, très personnalisée, patient par patient, et il n'y a pas thrombose et cancer, il y a le sujet avec son cancer spécifique, ses risques, son risque thrombotique, hémorragique. Donc, à chaque fois, l'algorithme, on essaie de le simplifier, mais en réalité, c'est beaucoup plus complexe de ce qui a l'air. Et je comprends que les collègues qui se retrouvent en ville à devoir gérer ce type de problématiques pourtant fréquentes puissent avoir besoin de discuter même de cas pas trop complexes, mais qui sont in fine à chaque fois un peu particuliers par définition. Donc, c'est tous les 15 jours que vous avez les RCP en état. Oui. C'est un rythme. Et parce que vous avez des gros volumes, c'est le volume qui est imposé. Non, les 15 jours. On a parfois 0 dossier. D'accord, mais le calendrier, c'est tous les 15 jours. Le calendrier, on a décidé tous les 15 jours parce qu'on s'est dit au début 1 mois, mais s'il y a un cas vraiment complexe, ça ne va pas forcément attendre aussi longtemps. C'est vrai que c'est la difficulté. Alors, parfois, on essaie d'avoir une RCP enclenchable, mais ça, c'est très compliqué à tenir en organisation. Et après, Alexandra, vous avez commencé en septembre, et vous avez pour l'instant un calendrier qui est déjà en cours? Oui, on a un calendrier, Audrey, peut-être peut répondre. C'est tous les mois, une fois par mois, le troisième jeudi du mois entre midi et 2, en fait. On se réunit pour parler de ça et on connaît un dossier ou 10, on le fait une fois par mois. Et nous, on garde nos réunions habituelles hémostase vasculaire, thrombose hémostase qu'on fait le mercredi matin. Est-ce que, Alexandra, le projet, c'était quand même qu'il puisse y avoir une RCP, je dirais, interville Audrey, je te laisse répondre. Ouais. Oui, effectivement, le projet, c'était vraiment, et c'était un petit peu la condition pour qu'on ait de l'aide côté Onco-Occitanie en matière de secrétariat, c'est que ce soit aussi une RCP qui ne soit pas que CHU et Oncopole, qui soit vraiment une RCP qui devienne régionale et que tous les oncologues ou médecins vasculaires puissent inscrire leurs patients à la RCP via le DCC. Alors, pour rebondir, c'est vrai que les professionnels de ville, ce sont quand même des patients qui sont traités pour des cancers. Donc, le médecin vasculaire peut être en difficulté et pas forcément pouvoir inscrire le dossier en RCP. Par contre, tous les oncologues de la région sont connectés au DCC Onco-Occitanie. Donc, si le médecin vasculaire ne peut pas le faire, le médecin oncologue, lui, peut le faire. Donc, donc le dossier peut être inscrit, c'est souvent via les oncologues ou ce sera aussi via la secrétaire d'Onco-Occitanie. Mais vraiment, notre objectif, c'est vraiment de faire quelque chose ouvert à tous les établissements. Après, on en discutera peut-être entre les deux ex-régions pour savoir si on fait quelque chose d'Occitanie ou comment on s'organise, parce que mine de rien, donc on a eu un petit temps de pause là par rapport au problème de secrétariat, mais entre septembre et décembre, on avait facilement 4 ou 5 dossiers à chaque RCP mensuel sur une RCP qui n'était pas très connue pour le moment. Donc on se dit que le volume va peut-être augmenter. Ouais. Certainement, c'est sûr. Bon, je crois qu'on doit conclure la réunion parce que les discussions sont passionnantes, mais le temps nous est compté. Donc, je remercie beaucoup tous les intervenants pour leur précision, en même temps efficacité dans les exposés. Merci beaucoup pour cette possibilité de discuter ensemble. On reste, nous tous, je pense, tous les intervenants à disposition si vous avez encore des commentaires ou des questions que vous voulez nous poser en off.
Merci beaucoup à Onco Occitanie pour avoir organisé cette belle réunion. Et du coup, à une prochaine fois. Avec grand plaisir. Merci. Avec grand plaisir. Au revoir. Merci Au revoir. beaucoup. Au revoir. Merci. Je vous donne rendez-vous le 12 mai pour activité physique et cancer. Très bien. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.